Bonsoir, bienvenue sur le salon d'Idéeuse. Alors, je vous accueille aujourd'hui autour de la thématique Dubrovnik. C'est la ville la plus touristique de Croatie. Elle revendique entre 3,5 et 4 millions de visiteurs par an qui viennent du monde entier. On va pas se cacher que depuis une dizaine d'années, l'engouement autour de la série Game of Thrones a beaucoup contribué à cette attractivité de Dubrovnik, même si depuis des décennies, elle est la perle de l'Adriatique et considérée comme donc l'une des plus belles villes de Croatie, si ce n'est la plus belle. En tout cas, celle qui offre la carte postale la plus fréquente pour représenter ce pays. C'est donc une ville qui, normalement, a attiré votre attention à un moment ou à un autre de votre projet et vous avez peut-être en question le fait d'aller ou pas à Dubrovnik parce que c'est une destination très touristique, hein, sûrement trop pour certains, et qui a donc perdu une certaine authenticité. C'est aussi une ville qui est forcément plus chère que toutes les autres, hein, même si aujourd'hui Split commence à la concurrencer. Mais il faut reconnaître qu'en été, Dubrovnik a un prix à tout niveau, que ce soit pour les hébergements, pour les prix des parkings, puisqu'on est aux environs de 11 euros l'heure. Et donc, évidemment, c'est une destination qui va aussi vous interroger sur la manière peut-être de l'aborder dans votre trajet et dans votre projet, pardon, puisque l'intérêt, c'est de savoir si vous allez y séjourner, y aller lors de votre séjour depuis un point de chute que vous aurez choisi, qui est peut-être un peu plus éloigné de la ville elle-même, ou si vous avez envie justement de la zapper parce que vous considérez qu'elle est beaucoup trop touristique. Alors moi, je m'inscris en faux sur les problématiques liées à l'excès de tourisme, parce qu'on sait très bien que le tourisme de masse est une réalité à Dubrovnik. C'était d'autant plus vrai avant l'épidémie de Covid, et c'est un peu moins vrai malgré tout aujourd'hui. Pourquoi? En fait, la ville de Split a pris vraiment un relais très important grâce à son aéroport et est aujourd'hui l'une des destinations qui est les plus privilégiées en été. D'abord pour sa centralité en Dalmatie, elle est donc très pratique et elle offre énormément de possibilités puisqu'on peut aller soit vers Dubrovnik, soit vers Plivice. Et évidemment, il y a plein d'îles aux environs qui, normalement, font de l'œil aux touristes. Donc, elle a aujourd'hui extrêmement la cote et devrait la garder parce que compte tenu de toutes les animations, de tout ce qui est festivités, clubs, boîtes de nuit, les plages qui sont plus ou moins bien situées par rapport au centre historique, mais qui permettent donc de coupler à la fois le farniente, la vie nocturne si on le souhaite, le tourisme avec plein de choses à voir autour. Aujourd'hui, Split et Trogir, qui est pas très loin à 35 kilomètres, sont quand même les villes qui dominent en Dalmatie, niveau touristique. Donc Dubrovnik a un peu perdu, malgré tout, de cette attractivité qu'elle avait parce que justement beaucoup de touristes, alors c'est souvent vrai chez les Français, ont à l'idée que c'est une ville trop touristique et qu'on a plutôt envie de l'éviter à cause de ça. Alors c'est très dommage hein, parce que bah, toute ville touristique ne l'est pas pour rien, c'est qu'elle est très belle et que normalement elle a quand même beaucoup de choses à offrir, en tout cas visuellement. C'est vrai que tout va s'imposer à Dubrovnik, que les fortifications sont magnifiquement préservées malgré les siècles d'histoire. Hein. En plus, elle condense à la fois la culture, l'histoire, l'architecture. Il y a également quand même la possibilité de se baigner dans tous les environs ou dans la ville elle-même, dans les zones de plage. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Et il y a même d'ailleurs une plage au pied des fortifications et juste à côté, donc en réalité, Dubrovnik est quand même plutôt pas si mal quand on veut également faire un mélange de plage et de tourisme. Et l'intérêt de cette destination, c'est aussi qu'on n'est pas obligé d'y séjourner pour l'apprécier. Et c'est même peut-être dans ce sens que je vais aller. C'est pour ça que je vais donner des conseils très généraux, certes, mais qui vont vous permettre de comprendre la possibilité, en tout cas, d'intégrer à la fois Dubrovnik dans votre séjour et de ne pas forcément en subir les inconvénients éventuels. Alors, quels sont les inconvénients? Comme c'est une ville qui est quand même de toute petite taille et qui attire beaucoup de monde, que ce soit pour un séjour ou en excursion depuis Split, éventuellement certains viennent à Dubrovnik dans la journée, ce qui n'est pas très sensé, hein, mais c'est vraiment la destination qui justifie beaucoup d'efforts de la part des voyageurs et des touristes.
Donc en fait, l'intérêt, c'est de savoir comment vaut-il mieux découvrir Dubrovnik. Alors, soit vous pouvez évidemment choisir la facilité et décider d'y séjourner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une base de 3 nuits minimum qui est imposée par la majorité des hébergeurs, parce qu'ils considèrent que c'est le minimum, en fait, déjà à passer pour apprécier la ville et ses environs. Ensuite, parce que ça serait à perte s'ils devaient faire à la nuitée, alors que Dubrovnik n'exige pas forcément plus d'une journée pour en voir l'essentiel. Et d'une certaine manière, ils ont cherché comment attirer les touristes plus longtemps et ils ont trouvé cette solution d'imposer un certain nombre de nuitées. Alors, ce n'est pas évidemment tous les hébergeurs, mais maintenant, la plupart demandent de 3 à 4 nuits minimum. C'est aussi le cas donc pour tout ce qui est hébergeurs privés, chambres d'hôtes. C'est un peu moins vrai du côté des hôtels puisqu'ils continuent à avoir un fonctionnement à la nuitée, mais en général, cela se paie puisque en plein été, on est autour de 250-300 € la nuit pour une chambre. Donc c'est quand même un budget prohibitif. Ça freine de suite les ambitions. Ensuite, il faut savoir que dans les environs de Dubrovnik, il n'y a que des tout petits villages. Donc l'intérêt, c'est de réfléchir justement à comment trouver un bon point de chute pour être à proximité de Dubrovnik et éventuellement éviter d'être directement dans la ville et de subir les prix très onéreux. L'obligation aussi de trouver peut-être un hébergement avec une voiture si vous avez une voiture de location pour faire du tourisme dans la zone. C'est donc important en fait de prendre en compte ces paramètres parce que les hébergements avec parking ne sont pas si fréquents et sont quand même assez onéreux par rapport à d'autres. Ensuite, il faut quand même faire attention à bien demander quel est le type de parking parce qu'il n'est pas rare à Dubrovnik en tout cas qu'on vous dise que vous pouvez vous garer sans problème dans la rue. Or, ce sera payant et donc ça peut être encore assez onéreux parce que pour les Dubrovnikois, quand vous les interrogez, en fait, leur problème, c'est simplement de savoir s'il y a la possibilité de garer une voiture ou pas. Donc, on vous répond de façon laconique, oui, oui, pas de souci, il y en aura dans la rue, on ne vous précise pas davantage. Et vous, vous pensez que finalement, c'est simple alors que ça ne l'est pas vraiment. Donc, ça aussi à garder à l'esprit. Donc, tout invite à quitter Dubrovnik pour être dans les environs immédiats. Alors, je recommande plusieurs villages ou même petites villes comme Saftat parce que justement l'intérêt c'est de répondre un peu à toutes les envies des voyageurs qui sont quand même souvent assez variés dans leurs attentes, hein, puisqu'il y en a qui recherchent la tranquillité absolue, d'autres qui ont quand même envie d'avoir un minimum d'animation, d'autres qui cherchent des points de vue, des points stratégiques d'où ils vont pouvoir rayonner en évitant de faire plus de 50 kilomètres ou une heure et demie de route. Donc, c'est vrai que j'essaie de trouver les points pertinents et je vais donc vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer donc à quoi ça peut ressembler. Donc, la région de Dubrovnik, en fait, est quand même pas si grande, hein. C'est-à-dire qu'elle va débuter aux alentours de Ploče, qui est pas loin du delta de la Neretva, donc de la zone aussi de la Bosnie-Herzégovine, hein, la région de Mostar. Ensuite, elle va donc s'étirer ici sur la presqu'île de Pelješac, qui est l'une des zones les moins connues des touristes et pourtant agréable parce que justement, comme elle est assez préservée, vous y trouverez des plages. Sauf que être sur la presqu'île de Pelješac signifie quand même qu'on est assez éloigné de Dubrovnik. On est à entre 1 heure et demie, voire 2 heures, 2h30 selon quelle zone on choisit dans la presqu'île. On peut être à 1 heure et demie de traversée pour la presqu'île selon les heures, les jours, surtout en plein été. Donc c'est quand même assez éloigné. On est d'accord qu'il y a sûrement plus stratégique que de se situer du côté d'Ore Beach, par exemple. Vous avez donc ensuite la zone qui est plus ou moins à proximité de la presqu'île en question. Et donc, entre la presqu'île et Dubrovnik, on a quelques petits villages, dont un que je recommande assez souvent qui s'appelle Slano, qui à l'échelle de la région est plus une ville qu'un village, mais qui donc a l'avantage d'être relativement à l'abri des zones très touristiques comme Dubrovnik ou Saftat. Pas non plus aussi connue que peut l'être la ville de Ston dans la presqu'île de Pelješac, parce que beaucoup de gens viennent voir la forteresse et donc l'intérêt, c'est peut-être d'avoir cet environnement-là, c'est-à-dire ne pas être
trop loin de Dubrovnik, on est à 40 kilomètres environ, donc moins d'1 heure, 45 minutes selon la saison. On a la possibilité d'aller très facilement en Herzégovine, ça a quand même un avantage certain. On est à proximité de l'embarcadère pour aller du côté de l'île de Mijet, ici à Prapraton, on est à 20 kilomètres environ, donc il y a quand même des intérêts évidents à Slano. Et pour ceux donc qui voudraient aller du côté de la Riviera de Makarska, elle reste aussi relativement accessible, même si c'est la région voisine, mais pourquoi pas. Donc là, on peut aller jusqu'à Korčula facilement dans la journée, à condition évidemment d'accepter de traverser la presqu'île. Donc forcément, ça prend un certain temps, mais ça vaut vraiment la peine. Et donc tout ça se combine très bien pour une destination donc qui a aussi l'avantage d'être un peu plus économique puisque étant moins connue des touristes, elle est en général un peu trop isolée des environs immédiats de Dubrovnik. Donc l'intérêt, c'est de réfléchir donc à cette possibilité. Rien ne vaut quand on choisit Slano d'avoir une voiture de location parce qu'il faut pouvoir se déplacer vers toutes les zones que j'ai indiquées. Ce n'est pas possible en bus. Donc l'important, c'est en effet d'identifier quels sont les moyens de transport qu'on va avoir à disposition pour se déplacer dans la région. Donc Slano peut être une bonne idée. Et ensuite, donc, à proximité un peu plus significative, donc environ 15 kilomètres de Dubrovnik, on a Trsteno ici et connu pour son arboretum, par exemple. Les fans de Game of Thrones, justement, viennent beaucoup visiter parce que c'est un très joli site et il est apparu dans la série. Et donc, Trsteno est un tout petit village. Donc, ça, c'est très bien quand on a justement envie du calme absolu. On n'a que quelques maisons, beaucoup d'orangers. Donc, on a les parfums qui exhalent. Et c'est vrai qu'en été, ça a un côté assez agréable parce qu'on a l'impression d'être vraiment déjà en bord de mer, un peu comme si on était à la campagne, tout en étant vraiment à proximité. Sauf que là aussi, il faut avoir une voiture pour se déplacer. On ne compte pas se déplacer en bus. On a une alternative qui s'appelle Orasac, qui est aussi agréable, hein, avec aussi cet environnement. C'est un peu plus grand, donc on trouve un peu plus facilement un café, un restaurant qu'à Trsteno. Mais en fait, dans tous les cas, c'est vrai que ce sont les zones qui peuvent être sympas tout en étant environ à 15 kilomètres. Et il y a les environs immédiats de Dubrovnik, à Rojat, mais tout ce qui est en fait 5-7 kilomètres de Dubrovnik présente l'avantage d'être connecté par le bus assez facilement toute la journée. Sauf que même s'il n'y a que 7 kilomètres, il faut quand même une trentaine de minutes au final pour rejoindre un village comme Rujat, par exemple, et la ville elle-même de Dubrovnik. Donc l'intérêt, en fait, c'est de réfléchir à la pertinence de certaines destinations. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport aux destinations qui sont liées à Dubrovnik, hein, et qui sont en fait avant Dubrovnik, c'est-à-dire que vous allez trouver si vous venez en direction de Split. Si vous êtes arrivé à l'aéroport de Dubrovnik, en fait, vous allez plutôt vous orienter peut-être vers une destination comme Savtat, qui est l'autre ville de la région du sud, qui présente un avantage certain, c'est-à-dire que d'abord, elle est dans une très belle baie. Donc elle est vraiment bien inondée de lumière. On a des jolies plages, un environnement culturel, historique également. On peut visiter des petits musées, des beaux bâtiments. Il y a également des galeries d'art. Donc, c'est une ville qui est quand même très charmante et représentative de la Dalmatie du Sud. Et l'intérêt, c'est aussi qu'elle est à proximité vraiment de l'aéroport. Donc, en cas d'arrivée tardive, par exemple, ça peut être parfait de choisir Savtat. Et si vous ne devez pas prendre de location de voiture, ce qui est souvent le cas des voyageurs qui arrivent à Dubrovnik, en fait, bah, vous aurez à Savtat toutes les connexions nécessaires pour rejoindre Dubrovnik. Alors, pas nécessairement pour découvrir l'ensemble de la zone, hein, parce que vous l'avez compris, malgré certains bus, en réalité, bah, Dubrovnik, c'est le centre névralgique, donc c'est depuis Dubrovnik que tout part. Mais depuis Savtat, on arrive à partir de 5 heures du matin jusqu'à environ 22 heures à aller vers Dubrovnik, ce qui laisse quand même beaucoup de marge pour rejoindre la ville, y compris pour y passer le début de soirée. On peut
envisager un retour un peu tardif. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Saftat, c'est vraiment évident, hein, comme destination quand on cherche une certaine animation tout en ayant un minimum de calme par rapport à ce qu'offre un Dubrovnik elle-même. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et Mlini, qui est donc un village pas très très loin, c'est un autre des villages qui est souvent choisi par rapport au tour opérateur parce que Mlini, Saftat et Slano donc sont les trois zones où l'on peut trouver soit des gros centres, des hôtels et des clubs vacances, par exemple, qui sont associés à la ville de Dubrovnik, qui sont assez proches pour qu'on considère que c'est Dubrovnik. Donc, c'est en général des zones qui sont quand même suffisamment animées à partir d'avril et qui le restent jusqu'au mois d'octobre, ce qui est quand même une bonne chose parce que quand on choisit les tout petits villages genre Trsteno, on est vraiment très, très au calme, qui signifie quand même qu'on va devoir se déplacer de temps en temps pour aller manger, par exemple, c'est-à-dire nécessairement à la Dubrovnik, parce qu'on ne va pas trouver grand-chose, surtout hors saison. Ça, il faut le savoir. De toute façon, même si Dubrovnik est une ville extrêmement touristique, on n'en a peut-être pas conscience, mais en réalité, elle ne commence à s'animer qu'à partir du milieu du printemps. C'est-à-dire que si vous la découvriez, la Pâques, par exemple, elle est extrêmement tranquille. Et même les Dubrovnikois n'ont pas réouvert tous les restaurants et toutes les boutiques. Elle est vraiment au ralenti à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi sympa si vous voulez vous offrir justement une escapade du côté de Dubrovnik tranquillement, bah, pourquoi pas justement, parce qu'on y retrouve une certaine tranquillité et à ce moment-là, bah, les prix sont quand même plus attractifs également. Si vous choisissez à partir de mai, bon là, tout commence à refonctionner sans problème. Toutes les activités également associées, que ce soit les îles et Lafitte, les déplacements vers l'île de Lokrum, il n'y aura pas de souci non plus. Les quelques activités un peu connues comme le rafting, des balades en bateau, vous devrez les trouver également à partir du mois de mai et donc jusqu'à octobre sans problème. Normalement, Dubrovnik est vivante. Puis après, elle s'endort vraiment pour de bon parce que la plupart des boutiques vont fermer, les restaurants aussi. Et donc, on retrouve un rythme extrêmement lié comme une hibernation, en fait. Donc, si vous avez envie de découvrir Dubrovnik, évidemment, au meilleur prix, il faut visiter hors saison, sauf que quand même, c'est des ambiances un peu fantomatiques, donc il faut que ça plaise. Là, normalement, la plupart des voyageurs parmi vous sont en train de préparer soit pour le printemps, soit l'été et donc éventuellement le début de l'automne. Donc là, on est dans les meilleures périodes hein, parce que quand on voyage hors saison, il faut quand même savoir qu'on a beau être dans le sud, il y a quand même soit des tempêtes, soit de la pluviosité. Enfin, le climat n'est pas fantastique non plus parce qu'on est dans le sud. Donc, ce n'est pas la garantie qu'on va pouvoir profiter d'un très bon climat, en tout cas pas avant le mois de avril-mai et donc jusqu'à octobre sans problème, y compris pour la baignade, hein, parce que vous avez quand même des températures à peu près semblables à celles que vous pouvez trouver du côté de la Côte d'Azur et même en été plus chaud, hein, parce que Dubrovnik, on est autour de 35 degrés en général, voire en ressenti, on peut être autour de 40 hein, et c'est une ville d'ailleurs qui est extrêmement concentrée puisque tout est dans les fortifications pour ce qui est de la ville historique hein, et donc on se retrouve avec une sensation de chaleur très très étouffante rapidement et dès le début de la journée en général. Si vous décidez de visiter Dubrovnik, donc dans les meilleures conditions possibles, si vous avez décidé de visiter la ville en faisant une escapade depuis la zone que je vous ai indiquée, on est à maximum 1 heure de route, 35 minutes du côté de Saftat, bah, rien ne vaut d'arriver autour de 8 h, 8 h 30 pour trouver un parking du côté du port de Bruges qui est le moins cher en fait de toute la ville. Et donc, à ce moment-là, vous devrez compter environ 2 € par heure, ce qui est beaucoup plus raisonnable que les 11 € dont on a parlé tout à l'heure dans la zone 0 et 1, qui est en fait tous les environs de la ville historique. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir arriver donc assez tôt, rejoindre la ville soit en bus, puisque depuis le port, vous avez des bus assez réguliers toutes les 15-30 minutes environ, et donc avoir environ 15 minutes de trajet pour aller retrouver la vieille ville, soit si vous préférez y aller à pied, vous en avez pour une trentaine de minutes environ.
Donc normalement, vous devriez arriver dans, Dubrovnik, vieille ville autour de 9 heures et à ce moment-là, il y a encore assez peu de tourisme, même si plus c'est tôt, mieux c'est, hein. Donc, si vous commencez la visite par les remparts, par exemple, vous y gagnerez parce que, bah, normalement, vous serez assez peu nombreux sur les remparts, donc vous pourrez les voir de manière beaucoup plus confortable. Ensuite, parce qu'il ne fait pas encore trop chaud, donc normalement, ça sera assez confortable pour, les apprécier parce qu'il y a pas du tout d'ombre, hein, donc il faut bien prévoir d'avoir de l'eau avec soi, les casquettes, les lunettes de soleil, enfin tout ce qui est nécessaire pour bien se protéger, la crème solaire éventuellement parce que les coups de soleil sont quand même très, très fréquents et d'ailleurs les cas d'insolation le sont aussi, surtout du côté des remparts où il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent avoir des malaises en plein été quand il y a beaucoup de monde. Donc rien ne vaut de les découvrir si possible le matin quand c'est encore assez confortable et ensuite rejoindre, la vieille ville pour se balader, soit pour flâner, à votre idée, soit pour décider, d'utiliser donc le Dubrovnik Pass qui est une carte touristique que vous aurez sûrement achetée pour découvrir les remparts justement et qui vous permettra d'accéder à d'autres sites avec, des musées très importants comme le Palais du Recteur, la possibilité de découvrir également le musée maritime, le fort Saint-Laurent. Vous avez, d'autres musées comme le musée ethnographique, et des galeries d'art. Donc c'est quand même très bien d'investir dans ce pass parce que le prix du pass est de 35 €, c'est-à-dire le même prix que le tour des remparts tout seul sans guide qui est aussi à 35 €. Donc vous voyez qu'on a tout à gagner, surtout que le Dubrovnik Pass inclut aussi la possibilité de transport en bus. Donc en général, on a tout bon quand on choisit cette option. Le Dubrovnik Pass coûte 35 € pour une journée, 45 €, pour 3 jours et 55 € pour, une semaine, sachant que, il n'y a pas de grosse différence entre les différents passes, si ce n'est la durée donc de sa validité et la possibilité pour une semaine d'avoir des remises, par exemple, pour l'entrée au parc de Millet, puisqu'on peut avoir jusqu'à 30 de remise avec le Dubrovnik Pass, mais sinon en soi, il n'y a pas un grand intérêt, donc on peut aussi n'acheter que le Dubrovnik Pass d'une journée et profiter donc au maximum de la ville avec les visites que vous jugez les plus pertinentes par rapport à vos centres d'intérêt. Si il y a un choix à faire par rapport aux visites, que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous êtes extrêmement curieux, vous avez envie de découvrir vraiment de manière approfondie la ville, vous voulez prendre des repères et avoir un accompagnement francophone, vous espérez aussi avoir des bons conseils pour le reste de votre séjour, il n'y a qu'une personne à contacter pour moi, c'est vraiment Femika parce que c'est la guide par excellence, d'abord en implication parce que bon, moi je lui dis des fois d'ailleurs elle abuse, on dirait qu'elle ne se couche jamais pour répondre à tout le monde, même très tard le soir, hein. Elle est extrêmement dévouée, très, très passionnée et très impliquée et justement elle a tendance à beaucoup se donner. Donc si vous avez besoin de conseils, elle pourra être d'une précieuse utilité avant même, la visite guidée. Et ça, c'est important parce que quand on prévoit un séjour, en fait, rien ne vaut d'avoir les bons interlocuteurs avec lesquels échanger. Donc, n'hésitez pas à la contacter parce que ces visites guidées ont quand même un grand intérêt, c'est-à-dire qu'elles vont vous permettre d'accéder, ben, aux sites incontournables évidemment, mais ça, a priori, vous auriez pu les trouver tout seul. Vous n'avez pas besoin de guide. Elle va vous amener dans des coins vraiment particuliers, assez insolites et qui sont bien cachés justement et qui font partie du côté un peu mystérieux de Dubrovnik et elle a un sens de visite et qui est un peu inversé par rapport à tout ce que font les guides habituels dans la ville et qui permet justement d'éviter à la fois, bah, l'affluence touristique, permettre d'accéder dans des lieux où les autres ne vont pas et ça, c'est quand même super et aussi pour ceux qui seraient fans de Game of Thrones, elle fait aussi des combinés entre la visite de la ville avec tout l'aspect historique classique et donc tout ce qui est lié à la série, puisqu'elle a été, figurante, elle a participé aux accueils des équipes de tournage quand, la série était en préparatifs justement. Donc elle a une super connaissance à ce niveau-là et pas seulement des lieux de tournage, donc elle pourra partager avec vous justement toutes les informations qui pourraient vous intéresser par rapport à la série.
Dans tous les cas, en plus, l'intérêt de son tour, c'est que bon, elle a plusieurs options, hein, c'est-à-dire qu'il y a le tour de 2 heures, qui permet vraiment de prendre les repères, de connaître l'essentiel de l'histoire. Alors pas que l'histoire de la ville, hein, l'histoire aussi de l'Adriatique de façon plus générale, les liens aussi qu'il peut y avoir avec la France et qu'on ne soupçonne pas, et des informations plus, générales concernant la Croatie et la Dalmatie. Comme elle est très passionnée d'histoire, vous allez voir qu'elle va être un puits de science pour vous. Elle va vous apprendre beaucoup de choses en très peu de temps et normalement, vous avez une vision de Dubrovnik assez exceptionnelle en sa compagnie. Donc ça, c'est quand même l'intérêt, en plus de pouvoir ramener justement tout ce qui est album photo, parce que maintenant, elle a mis au point un tour un peu panoramique avec des super points de vue. Et elle fait les photos justement pour que vous puissiez ramener vos souvenirs et être sur les photos, parce que c'est un peu la frustration des fois. C'est vrai que quand on prend soi-même les photos, c'est super, mais on n'est pas sur les photos. Donc ça, c'est toujours dommage. Bah là, l'avantage, c'est que justement, vous pourrez être sur certaines photos si vous le souhaitez, et ça, c'est sympa aussi. Donc, n'hésitez pas à contacter Femika. Je mettrai des informations concernant ses coordonnées du côté du podcast. Comme ça, vous pouvez la contacter et donc lui poser toutes les questions que vous souhaitez, y compris pour les excursions éventuelles vers les îles et Lafitte, puisque c'est là qu'elle habite, sur l'île de Chypre en particulier. Donc, elle les connaît comme sa poche et elle est la meilleure interlocutrice pour vous orienter également par rapport à d'éventuels prestataires pour aller sur ces îles. C'est un peu la question, quand on décide de séjourner à Dubrovnik ou dans les environs, que doit-on voir ou faire? Et en fait, c'est un peu là que se pose la pertinence de choisir Dubrovnik même ou d'aller dans les environs selon le moyen de transport qu'on a choisi. En fait, c'est important de le prendre en compte parce que de plus en plus de voyageurs qui débarquent à Dubrovnik, finalement, vont se passer de voitures de location parce que, à force de répéter que les parkings sont chers, que la voiture n'est pas nécessairement utile dans la ville elle-même, ce qui est quand même vrai, et qu'en plus, on peut découvrir avec des bus une ville comme Saftat, à aller du côté des îles et Lafitte, par exemple, en excursion organisée, découvrir l'île de Lokrum également, qui est à 20 minutes environ du Vieux-Port. Donc là aussi, pas de souci, on peut se rendre du côté de Ston en bus. Pourquoi prendre une voiture de location? On est bien d'accord. Si vous avez une semaine devant vous, vous rajoutez l'île de Millette en excursion à la journée, ça fait certes 3 heures aller-retour de bateau, mais après tout, c'est agréable aussi d'être en mer et ça vous permet de visiter, de faire de la randonnée et de voir le lac de Millette, enfin tout cet environnement de Pinède très très agréable et reposant. Donc ça, c'est quand même des super options et finalement, on n'a pas besoin de voiture de location en effet pour découvrir à Dubrovnik. Et si on décide de séjourner dans la ville elle-même, c'est d'autant plus simple de choisir toutes ces options que je viens d'indiquer, puisque tout partira de Dubrovnik. Si vous décidez évidemment d'ouvrir vos horizons, ce que je vous conseille toujours, parce que rien ne vaut d'être curieux et d'essayer de sortir un peu des zones de confort, évidemment, la voiture de location va s'imposer parce que vous allez pouvoir non seulement découvrir plusieurs de ces destinations dans une même journée, ce qui n'est pas possible en bus. Ensuite, parce que vous allez pouvoir aller dans les petits villages justement qui ont aussi leur charme et qui ne sont pas connus des touristes, dénicher les petites criques bien cachées qu'il peut y avoir sur toutes les Rivieras, que ce soit Riviera de Saftat ou la Riviera de Dubrovnik, et donc la presqu'île de Pelješac dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque la presqu'île ne se réduit pas à Ston ou à Ore Beach. Hein. Vous avez des tout petits villages et des hameaux, plein de jolis coins justement bien cachés par rapport à ce qu'on a l'habitude d'évoquer par rapport à la zone de Dalmatie du Sud. Et à ce moment-là, on peut également se rendre, pourquoi pas, si vous êtes curieux, du côté de la Bosnie-Herzégovine pour découvrir Mostar, les chutes de Kravice, puisque beaucoup de voyageurs sont frustrés de découvrir qu'ils sont très loin du parc de Krka, par exemple, et recherchent des chutes en alternative, mais celles de Kravice, donc, vous permettent de compenser un peu la frustration. Alors, ça ne vaut pas Krka, on est bien d'accord, mais on est quand même dans un environnement qui permet de se baigner et donc de profiter un peu de la nature, de la proximité donc de la ville de Mostar. Et donc, je vous montre un petit aperçu ici de ce mini parc
par rapport à Carquin, en effet, et Plivitzé, ça a beau ne pas être comparable, on a quand même l'avantage de pouvoir profiter de la baignade un peu tonifiante si on se rapproche des chutes. Donc même s'il y a du tourisme, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un lieu très touristique pour tous ceux qui compensent l'éloignement de Carca, ça reste quand même toujours agréable hein, d'envisager justement la balade. Et puis normalement, ça se couple aussi à la visite de Mostar. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut sortir des frontières sans problème et découvrir des sites qui sont à la fois nature, culture et même très différents de la Croatie, puisque là, on est dans l'Herzégovine, donc il y a des influences liées à l'Empire ottoman avec des villages comme Pušitel, par exemple, ou le monastère à Dervish de Blagaj et la source de la rivière Buna. Donc tous ces lieux sont vraiment tout près de Mostar et constituent des très jolies étapes pour une journée escapade en Herzégovine, par exemple. Souvent, les voyageurs me demandent s'il est pertinent d'aller dans les Bouches de Kotor et là encore, la réponse dépend de la période et de la façon dont vous allez vous organiser. En réalité, les Bouches de Kotor sont aussi accessibles sans problème depuis donc Dubrovnik, mais en fait, on est quand même à 2h30 environ de Kotor par la route. De toute façon, il n'y a pas d'autoroute, donc on est obligé de prendre la route. Et le problème en été, c'est qu'il y a énormément de trafic parce que tous les habitants, enfin, tous les expatriés en fait albanais reviennent au pays et donc ont tendance pendant tout l'été à transiter par là et donc il y a non seulement des très importants contrôles, mais donc il y a aussi des bouchons remarquables, ce qui fait qu'une destination qui semble à proximité n'est pas nécessairement pertinente, sauf à prendre les dispositions pour y aller dans les bonnes conditions. Et à ce moment-là, pour moi, il y a une vraie option à faire, c'est-à-dire ne pas choisir Dubrovnik comme seul point de chute pour le séjour, mais accepter d'aller passer 1 à 2 nuits minimum du côté de ces Bouches de Kotor pour profiter réellement de cet environnement, parce que c'est très joli aussi et que vous pourrez y voir pas mal de choses. Et donc, en dormant, vous allez éviter un peu le problème de toute cette foule des frontières, des blocages éventuels parce que à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août, on est quand même à des temps de passage de frontières qui peuvent être très importants, 2 heures, 3 heures ou plus, avec également le temps de blocage dans les bouches elles-mêmes, hein, parce qu'une fois qu'on a passé la frontière, c'est une chose, mais comme tout le monde en fait la passe un peu à la queue leu-leu, ça signifie aussi que sur toute la route des bouches, on se retrouve avec ce genre de circulation très ralentie et des queues assez importantes. Donc, quand on veut aller voir les Bouches de Kotor, il faut avoir 3 options. Soit on dort le plus près possible et donc le choix de Saftat est intéressant parce qu'on s'est quand même bien rapproché des Bouches. Il y a à peu près 40 minutes de moins de circulation par rapport à Dubrovnik. Il faut essayer de partir le plus tôt possible, c'est-à-dire 6h30, maximum 7 heures, et essayer de passer la frontière entre 7h30, maximum 7h30 parce que déjà 7h30 c'est problématique. Qu'après il y a le changement de douane et donc ils vont vous faire attendre puisque tant qu'ils font le changement, ils prennent leur temps et donc on est aussi bloqué. C'est pour ça qu'on a des fois le sentiment de ne pas comprendre pourquoi on n'avance pas, mais parce que le changement de douane explique aussi certains ralentissements et alors tout le monde s'est accumulé et du coup ça fait des bouchons d'autant plus importants. Donc ça, c'est la réalité du cœur de l'été. Donc si on veut y aller en été, rien ne vaut d'aller y séjourner pendant 2 jours éventuellement. Comme ça, on profite encore mieux. On peut voir le mont Lofsen, c'est magnifique depuis les hauteurs. Ça ressemblera au paysage que vous pouvez voir donc ici, même si ce n'est pas exactement cela, mais vous allez pouvoir donc prendre de la hauteur et voir les magnifiques bouches depuis le mont Lofsen. Donc rien ne vaudra cette option. Si toutefois vous décidez d'y aller donc avec une voiture de location, pensez bien à prendre l'assurance sortie de frontière puisqu'elle est obligatoire et donc ça engendre en général un surcoût. Si vous comptez donc ces surcoûts-là plus les problèmes liés donc au blocage, vous allez vous rendre compte que le projet n'est pas toujours si pertinent qu'il semble l'être sur le papier et que soit vous vous obligez à vous lever très tôt et à ce moment-là, vous contournez un peu les inconvénients des blocages puisque jusqu'à 7h, 7h30, ça va être assez fluide pour la frontière et vous allez essayer de les éviter aussi pour le retour, peut-être en revenant très tard
Mais bon, ça représente une grosse journée quand même. Donc quand on a des enfants, par exemple, c'est peut-être pas les rythmes les plus opportuns. Quand on est en couple, il y a pas de souci, on peut faire ce qu'on veut. Si on est en famille, c'est vrai que chacun a un peu son rythme. Avec des jeunes enfants, c'est pas très recommandé, en fait, de pouvoir être 2 heures ou 3 heures bloqués sur une route, pour essayer de rentrer dans le pays et avoir peut-être le même problème pour sortir. Et quand je parle des bouchons, en fait, même si certains vous diront qu'ils n'ont pas eu ce problème, savoir que tous les ans, en fait, la majorité des touristes quand même peuvent témoigner, qu'il y a ce genre de ralentissement parce que, bah, qu'une seule frontière entre la Croatie et le Monténégro avec maintenant, l'espace Schengen puisque la Croatie a intégré l'espace Schengen, mais du coup, elle est aussi la barrière pour rentrer dans l'espace Schengen, donc il y a d'autant plus de contrôles depuis le Monténégro. Et ça explique donc ces ralentissements. Donc je voulais vous montrer, je ne sais pas si d'ailleurs, je vais pouvoir le faire, je vais essayer de vous montrer les ralentissements dont je parle pour que concrètement vous voyez quand même à quoi ressemblent les queues, du côté du Monténégro. Mais ce n'est pas anodin si j'en parle autant, hein, c'est parce que, quand on a décidé d'aller en excursion à la journée et qu'il faut quand même y réfléchir de manière à avoir déjà conscience des contraintes et des conditions avec lesquelles on va devoir, cohabiter. Et donc là, vous avez, certaines infos puisque j'essaie chaque année de poster un peu, toutes les preuves parce que si on n'y croyait pas, bah, au moins toutes les preuves des douanes vont le confirmer, hein. C'est vrai que, comme tout le monde est vraiment contrôlé, même si on est d'Europe, en fait, on va avoir un minimum de contrôle, il est assez difficile d'éviter ces embouteillages. Après, on fait ce qu'on veut évidemment. On peut considérer que ce n'est pas problématique, mais vous voyez, quand on est dans ce genre de trafic, c'est quand même pas très agréable. Donc à voir vraiment et à prendre en compte, mais si vous avez envie de sortir des frontières, de toute façon, c'est intéressant, de le faire, hein, puisqu'on est à proximité vraiment et du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine. Donc faites en sorte d'aménager par rapport aux contraintes dont je vous parle, de manière justement à ce que, bah, les destinations ne soient pas un problème parce que, bah, là, quand on a quitté la frontière, on se retrouve pas loin de Herceg-Novi, mais vous voyez, on y va en queue, hein. C'est quand même pas du tout agréable. On est bien d'accord. Donc ça, c'était pour l'aspect, sortie de frontières. D'ailleurs, j'ai parlé assez longtemps du sujet. Je vais revenir donc en Croatie, pour donc, le reste de votre séjour. Si vous avez décidé de choisir la région de Dubrovnik, c'est sûr que l'intérêt, c'est d'éviter évidemment de vouloir aller trop de façon trop éloignée de la ville, c'est-à-dire, finalement, vous allez rester dans la région de Dalmatie du Sud, ce qui est déjà satisfaisant sur la base d'une semaine. En tout cas, c'est vraiment raisonnable de faire ce genre de choix, parce que tout ce que je vous ai indiqué déjà rentre très bien dans la semaine. Ça permet d'avoir un rythme à peu près satisfaisant qui ménage le côté farniente et le côté activité et visite touristique. Sûr que si vous commencez à réfléchir à une découverte de la Dalmatie au-delà de la région de Dubrovnik, c'est dans la perspective d'un road trip avec plusieurs hébergements. Et à ce moment-là, évidemment, Dubrovnik ne devient jamais qu'un point parmi tant d'autres dans un itinéraire où vous avez aménagé plusieurs points de chute pour découvrir l'ensemble des destinations du sud, du centre et du nord, par exemple, jusqu'à Plivice, pourquoi pas. Et à ce moment-là, Turco Dubrovnik ne va pas forcément être la partie la plus importante de votre road trip puisque on peut très bien ne rester que 2 nuits du côté de Dubrovnik et avoir un aperçu de la ville elle-même et pourquoi pas de l'île de Lokrum. Faire une petite étape à Trsteno, par exemple, pour l'arboretum et ensuite partir du côté de Ston. Donc normalement, tout ça rentrera ou Savtat, par exemple, hein, qui reste quand même une ville de petite taille. Donc là aussi, on peut sans problème, sur la base des 2-3 nuits, avoir cet aperçu-là. Donc normalement, on n'a pas besoin de séjourner beaucoup plus longtemps dans la région. C'est un choix qui est lié en fait à l'organisation que vous allez avoir, mais rien ne vaudra là pour le coup de choisir éventuellement 2 hébergements en Dalmatie du Sud. Pourquoi pas du côté de Korčula ou de la presqu'île de Palissade précisément, pour avoir le côté insulaire en plus dans vos options, ou Millet si vous préférez, le côté très reposant, nature avec des tout petits villages, Pomena, Polače,
Kozaritsa ou Sobra, même la capitale qui est quand même toute petite, hein. Si vous aimez ce genre de petite île très verte, hein, bah, ça peut vraiment être un bon choix également. Donc dans tous les cas, il vaut mieux choisir 2 hébergements et donc ne prendre Dubrovnik, que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville très touristique dans laquelle on va transiter et prendre le temps de faire la visite, mais sans forcément en faire une base de séjour. Alors, je n'ai rien contre Dubrovnik, loin de là, hein, parce que j'essaie de la promotionner comme il le faut, mais j'ai aussi conscience de ses défauts actuels, c'est-à-dire du fait qu'elle manque d'authenticité à cause du tourisme de masse, que malheureusement, on ne trouve que des produits de commerce, des commerces de souvenirs chinois. Alors là encore, c'est normal, il faut répondre aux touristes qui ont envie d'acheter leurs souvenirs Game of Thrones. Mais bon, c'est pas ce que j'appelle du tourisme très constructif et très intéressant. Donc c'est sûr que Dubrovnik aujourd'hui a perdu vraiment de son caractère. Même le marché finalement est un marché à destination des très nombreux touristes, donc il n'y a pas spécialement de produits locaux, si vous voulez, de qualité. En fait, ça, on le trouve ailleurs qu'à Dubrovnik même. Et ensuite, ben, il faut dire que, quoi qu'on en dise, la qualité de la nourriture du côté de Dubrovnik en saison n'est vraiment pas au rendez-vous, sauf dans quelques adresses, hein, parce que malheureusement, on va manger des plats pas très très qualitatifs, souvent surgelés, cher, beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et bon, en réalité, on va pas avoir une bonne image peut-être de la Dalmatie, parce que sur le plan culinaire, elle vaut bien mieux que ça. Donc évidemment, on peut rester à Dubrovnik, profiter d'une nuit parce que la ville est magnifique de nuit et donc on va avoir l'occasion de se balader, voir le coucher du soleil depuis le Mont Sret, ça c'est super. On va pouvoir donc après flâner encore la nuit si on a décidé d'y séjourner 1 ou 2 jours, mais c'est pas nécessairement plus en fait. Donc à vous de voir ce qui est le plus pertinent pour vous, mais tout ce que je vous conseille en tout cas, c'est que si vous avez une semaine à disposition, c'est de ne ou même dans l'un des points de chute, peut-être de choisir 2 hébergements pour avoir le vrai confort. C'est-à-dire le côté insulaire avec Pagliessas, Millet par exemple et Korčula et ensuite le côté Riviera de Savtat et de Dubrovnik, donc ça peut faire 3 jours d'un côté, 4 jours de l'autre sur une base de 7 jours, c'est aussi très raisonnable. Et normalement, ça permet de beaucoup moins se fatiguer et de mieux voir, de plus visiter. Si on souhaite voir le plus de choses possible, en tout cas, c'est la bonne dynamique, et de moins se fatiguer puisqu'on réduit les déplacements le plus possible. Donc, au lieu d'aller à Miette depuis Dubrovnik, ce que font beaucoup de voyageurs à tort, hein, on y va depuis Korčula. Donc, en fait, Korčula, on a quand même découvert une île, hein. On a la possibilité de prendre le catamaran tous les matins avec la compagnie Krilo. Et à ce moment-là, on va découvrir le parc à la journée dans les mêmes conditions que depuis Dubrovnik, sauf que on a passé simplement 35 minutes à bord du bateau et non 1 h 30 pour y aller. Donc ça, c'est quand même des avantages aussi non négligeables, hein. Tout ce qui est gain de temps devrait être appréciable puisque vous passez plus de temps à voir aussi les environs, par exemple, de Korčula et donc vous allez apprécier le parc de Millet aussi dans des bonnes conditions. La ville de Dubrovnik elle-même, en base de temps de séjour, on est à 3 jours, on va dire, Heu, pour un court séjour, en fait, c'est très fréquent qu'on fasse des week-ends, hein et des week-ends surtout un peu, prolongés, en fait, sur une base de 4 jours, on a des très bonnes, perspectives, surtout en avril-mai. La saison des ponts, là, est très agréable parce que justement, il y a quand même des bonnes températures. On peut déjà se baigner si on le souhaite, hein, en mai et surtout, bah, Dubrovnik combiné à l'île de Korčula ou à l'île de miettes éventuellement, ça va fonctionner sans problème comme ça. Et si vous décidez donc de le faire en été, bah, rien ne vaut justement de choisir 2 points de chute et de profiter beaucoup mieux de la région parce que le fonctionnement est quand même un peu plus agréable dans ce sens-là. Voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais, conseiller puisque je suis quand même sortie pas mal de Dubrovnik elle-même pour essayer, d'aborder les divers aspects. Alors, je vais attirer votre attention sur 2 choses. En fait, aujourd'hui à Dubrovnik, il y a, des agences de tourisme qui se font passer pour l'office de tourisme et qui utilisent donc des termes qui sont, vraiment dans la confusion. Et même d'ailleurs, je pense les Croates eux-mêmes se font avoir puisqu'ils croient avoir affaire à l'office du tourisme.
Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs bureaux d'office du tourisme à Dubrovnik, puisque quand on est une ville aussi touristique, il faut répondre aux besoins des touristes, mais qu'en réalité, justement, l'office de tourisme ne vend pas de prestations touristiques. Ce n'est pas lui qui est censé vous vendre des excursions ou quoi que ce soit. Or, bah, justement, les agences en question, elles se font passer pour l'office du tourisme, ce qui donne un crédit parce qu'en général, on pense que les services de l'office du tourisme sont forcément attachés à la qualité, donc ce qu'ils vendent est forcément bien. Or, bah, ils utilisent justement une espèce d'usurpation d'identité, de confusion pour les touristes et malheureusement, les services qui sont vendus ne sont pas qualitatifs. Alors en termes de prix, ils vont peut-être, sembler plus intéressants qu'ailleurs, mais en réalité, en termes de qualité, il est sûr qu'on ne s'y retrouve pas. Il y a aussi une tendance sur Get Your Guide, sur Viator par exemple, où il y a beaucoup d'offres touristiques pour essayer de répondre aux envies des touristes, de prestations pour sortir justement dans les îles Kornati en français. Alors j'attire votre attention sur le fait que le français est une langue très peu courante en Croatie, c'est d'autant plus vrai dans la région, de Dubrovnik, donc il y a pas de développement du francophone. Il y a quelques guides francophones, qui parlent plus ou moins bien français, hein, et ça peut être aussi important. C'est pas pour rien que je recommande Femika, c'est parce qu'elle parle un français parfait. Ça fait quand même une grosse différence, comme ça on est sûr de très bien comprendre, ce qui est pas le cas de tous les guides, hein. Mais ensuite, surtout, c'est que comme il y a très peu de francophones et qu'on sait que les Français sont attachés à avoir des services dans leur langue, on va utiliser cet argument pour faire croire qu'il y a des excursions en français. Et malheureusement, comme les Français sont pas très nombreux et donc vont pas acheter, ces excursions de façon, suffisamment importante. Au final, on va vous remplacer le guide francophone théorique par un guide en anglais. Et d'ailleurs, c'est tout à fait assumé puisque c'est toujours sous réserve que le guide soit disponible ou que le nombre d'inscrits soit suffisant pour justifier l'utilisation d'un guide francophone. Ça signifie donc qu'il n'y a pas d'excursion dans les îles et Lafitte en français, si ce n'est avoir beaucoup de chance, c'est-à-dire d'être un groupe de voyageurs, 50-60, qui voyagent ensemble et qui vont donc prendre un guide spécifique en français. Mais sinon, les excursions en français sont vraiment rarissimes, voire inexistantes. Pourtant, on vous les vend comme telles. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Bon, pour aller dans les Élafites, vous pouvez y aller avec les excursions organisées, c'est compté entre 50 et 60 € la journée de bateau entre 10 heures et 17 heures environ, avec un arrêt sur chacune des 3 îles principales des Élafites, par exemple, hein. Malheureusement, on ne peut pas profiter des îles comme il faut, mais ça reste une façon de les découvrir éventuellement. Sinon, bah, louer un bateau et s'y rendre si vous avez un permis bateau ou bah, justement louer un bateau avec un skipper et éventuellement faire un tour un peu personnalisé pour avoir un aperçu des îles, mais en profiter aussi, c'est-à-dire pouvoir vous mettre dans les lieux de baignade qui vous plairaient. Si vous voulez vous baigner en pleine mer, vous pourrez. Si vous avez un coup de cœur pour Chipane, par exemple, et son côté nature bucolique, eh ben, vous pouvez en profiter également, alors que sur les excursions organisées, forcément, les rythmes sont ce qu'ils sont et le guidage est quand même assez limité et pas nécessairement très intéressant. Donc en soi, vaut mieux presque avoir un programme à soi qui nous permet d'apprécier les lieux plutôt que de suivre un guide au pas de course qui va nous faire passer par Lopud pour le monastère, par Chipane un peu et ensuite par Kolochep, mais sans pouvoir profiter vraiment des lieux. Donc, à voir si vous avez envie, hein, mais dans tous les cas, il faut avoir pris contact probablement avant, peut-être pas attendre d'être sur place parce que, bah, les services, en fait, sont pas si, nombreux que ça. Ils sont quand même très prisés en été, donc il y a beaucoup de demandes et rien ne vaudra d'avoir donc, pris les contacts pour s'informer sur les conditions, surtout si vous voulez partager, hein, des excursions. C'est pas trop dans la démarche du prof quoi en fait, de faire des excursions partagées comme celles que je peux recommander pour les dauphins en Dalmatie du Nord ou à Split en fait, pour les excursions vers les îles. C'est vrai qu'à Dubrovnik, ils ont beaucoup l'habitude d'avoir des gens qui ont en général pas mal les moyens, voire beaucoup de stars également qui passent par là et qui ne comptent pas. Il y a tellement d'étrangers du monde entier qui ont aussi un certain niveau de vie que finalement Dubrovnik n'est pas plus cher que ça pour eux. Pour un Français, par contre, elle peut sembler assez onéreuse, voire très prohibitive au bout d'un moment, parce que bah, la plupart des sites hein, dans la ville restent payants, hein.
les musées, certaines galeries d'art, certaines églises ou cathédrales. Donc, la cathédrale non, mais en fait, le musée du recteur à lui seul, on est à 15 € l'entrée, hein. Il y a aussi une, superbe pharmacie, la plus vieille pharmacie de Croatie, donc qui est incontournable à mon sens. La nouvelle pharmacie des franciscains où vous pouvez aussi acheter des super produits justement avec les recettes ancestrales, parce que, bah, c'est connu pour avoir justement conservé, des recettes à base d'huile essentielle avec, les produits de la région, donc la fleur d'oranger, la rose, tout ce qui est, lié justement aux herbes et aux plantes qui permettent de faire des arômes, très agréables et donc eux ont essayé de restaurer cet état d'esprit et la pharmacie vend des produits de très, très bonne qualité, qui vont vous permettre de ramener donc des très bons souvenirs, hein. Je ne peux que vous les conseiller, ils sont très qualitatifs. Donc vous voyez que ce sont des, lieux dans lesquels on va pouvoir faire un peu de shopping et ramener des produits authentiques parmi les quelques rares qu'il peut y avoir dans le Dubrovnik, puisque comme je vous l'ai dit, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, les sites où on va retrouver soit de l'artisanat, niveau, dentelle par exemple, puisqu'il y a eu un travail de dentelle qui est assez associé à la Dalmatie du Sud ou, tout ce qui est donc, bijoux éventuellement si vous êtes amateur plutôt de ce genre de produits. Il n'y a aujourd'hui qu'un producteur de bijoux, maison comme on dit, hein, avec des produits qualitatifs qui sont certes à pas bon marché, mais qui permettent de satisfaire donc, ses envies de shopping avec des produits qualitatifs et qui sont réellement du pays et ça fait du bien aussi de pouvoir avoir ce genre d'adresse donc, bah, n'hésitez pas à demander du côté de Femika par exemple, parce que justement elle connaît très bien et on est attaché à faire découvrir à ces adresses parce que finalement c'est ce qui représente le mieux la région aujourd'hui. Donc, j'espère que, vous avez apprécié, ce podcast. Finalement, comme d'habitude, je suis plutôt partie vers, plein de sujets. J'espère que vous avez quand même trouvé votre compte dans les infos que je viens de vous donner. Pour ceux qui réécouteront, bah, n'hésitez pas à poser les questions éventuelles et pour ceux qui sont présents et qui ont l'amabilité d'écouter en direct, bah, déjà un grand merci, hein, parce que c'est agréable de savoir qu'il y a des personnes qui écoutent. Ça donne plus envie, en tout cas pour moi, d'échanger et si vous avez des questions, n'hésitez pas à brancher le micro et à les poser ou à les poser par chat, c'est comme vous préférez et j'essaierai donc de vous répondre. Alors si vous avez envie de trouver quelques adresses que je recommande pour les hébergements, ben, Où dormir à Dubrovnik, il y a un article qui n'est pas extrêmement développé, mais parce que justement, comme je vous l'ai dit, l'intérêt c'était de dormir en dehors de Dubrovnik même. Par contre, vous avez quelques adresses qui peuvent être intéressantes, que vous cherchiez hôtel, maison d'hôte ou appartement, hein. Le budget reste quand même assez onéreux en été, hein. Donc on est en général autour de, heu entre 60 et 90 € en début de saison et milieu de saison et à partir de 120-130 € normalement, et plutôt 150-160 pour, catégorie 3 étoiles, ou selon, les commodités que vous cherchez, on est quand même dans des budgets de cet ordre-là. Bien sûr, quand on s'y prend à l'avance, on arrivera à trouver, sûrement des budgets, qui correspondent mieux à nos besoins parce que finalement, quand on cherche, on finit par trouver quelque chose qui va nous correspondre. Mais dans tous les cas, en fait, c'est important d'identifier les contraintes par rapport à la ville. Je vous ai dit tout à l'heure que la vieille ville, avait quand même plusieurs, rues en pente avec beaucoup d'escaliers à grimper, ce qui quand même est assez fatigant. C'est une ville qui est enserrée dans des fortifications, donc même si c'est plus grand que la cité de Carcassonne ou le Mont-Saint-Michel, ça reste quand même dans ce même esprit-là, on va dire. Des villes extrêmement, fréquentées avec des
des moments de visite qui sont justement privilégiés par les touristes parce que si on vient en excursion d'un peu loin, on va pas arriver avant 10h, 11h et donc on va quitter la ville quand même vers 16h, 17h. Donc c'est souvent là que se concentre l'essentiel des touristes. C'est comme ça aussi que malheureusement on se retrouve avec des stradums bondés, comme sur les photos que je peux présenter de temps en temps, qui font un peu peur aux touristes. Mais justement, l'idée c'est que pour vous, vous essayez d'éviter ces moments-là. Donc la visite de Dubrovnik, normalement, elle va s'apprécier entre 8h donc et 10h, 11h. Et ensuite, donc, si on part du principe qu'on a passé 1h30 peut-être sur les remparts et 1h30, 2h à flâner dans les rues, on va avoir sûrement envie de faire une pause et peut-être de quitter la vieille ville pour aller soit à l'Okrum, soit se baigner et revenir ensuite en fin d'après-midi et début de soirée avec éventuellement donc comme le coup du spectacle, le Monsred que je vous ai pas montré mais que je vais essayer donc de vous montrer avant de conclure. Et donc, normalement, on va soit prendre le téléphérique, soit donc avoir l'ascension téléphérique à environ 5 minutes. Et donc, on a ce genre de magnifique vue, ce qui est quand même spectaculaire. Et il faut compter 25-30 euros pour l'aller-retour. Et sinon, on va pouvoir rejoindre depuis la vieille ville ici les sommets du Mont Sred qui fait environ 400 mètres. Et vous avez environ 1h30 de marche avec un peu d'ascension. Ça sera plus simple pour la descente, mais pour l'ascension, c'est quand même un peu sportif. Donc, si vous voulez le clou du spectacle, vous pouvez aussi monter en voiture. Ça reste possible. Ça dépendra comment donc vous êtes venu à Dubrovnik. Je suis sûre que si vous avez laissé la voiture à Grouche, que vous allez du côté du Mont-Sred, c'est quand même une journée sacrément sportive. Surtout si vous faites tout ça à pied, en tout cas. Bon, voilà, ça va prendre un certain temps parce que vous l'avez compris, Dubrovnik, ça suppose un minimum de réflexion, soit pour le parking, pour y aller dans des bonnes conditions, ou pour pas se ruiner justement en parking. Et donc, on est obligé de faire des choix et d'organiser sa journée pour que tout ça puisse se rentrer le mieux possible. Donc voilà, en gros, mais par contre, on a quand même une vue qui est spectaculaire et rien ne vaut évidemment au coucher du soleil, c'est tout aussi beau, encore plus peut-être parce que le soleil inonde toute la baie de Dubrovnik, donc on a quand même des vues magnifiques avec les îles dans les environs. Hein. Pareil, quand on a pris de la hauteur et qu'on va s'éloigner de Dubrovnik par la route, on a des super panoramas. Si on n'est pas allé sur le Mont Sred, en tout cas, il y a des alternatives. Hein. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez que c'est quand même très, très beau. Hein. Donc, a priori, c'est aussi une expérience qui est agréable. Sauf que, bah, évidemment, pour avoir le coucher du soleil, il faut être à distance raisonnable de Dubrovnik. Donc, si vous avez logé du côté de Slano, c'est vraiment le maximum, en fait, environ 1 heure, hein, pour pas trop rouler de nuit non plus sur des routes comme celle de la magistrale, qui ont quand même beaucoup de tournants et qui sont quand même plus pratiques pour circuler de jour plutôt que de nuit. Donc, à prendre en compte aussi. Voilà ce que je voulais dire pour Bon, conclure. bonsoir Sandrine. Bonsoir. Bonsoir, c'est donc Grégory et Virginie. On a prévu un petit séjour donc en Croatie du 8 juin au 16 juin avec un petit itinéraire Dubrovnik, Ajvar, Split, on va dire en remontant. Et en fait, ma question c'était tout à l'heure vous abordiez le sujet des sorties de territoire. Quand on fait Dubrovnik, donc on loue une voiture, hein, on arrive à l'aéroport de Dubrovnik, on loue une voiture, et si on fait Dubrovnik Split, on sort de la Croatie ou on va dire on reste toujours en Croatie. Non, plus maintenant. Depuis 2022, on peut emprunter le pont de Pelješac qui Voilà, empêche de d'accord, sortir de Croatie et donc il n'y a plus de problème de continuité territoriale et plus de nécessité de prendre la sortie de frontière. Quand on parle vraiment de sortie de frontière, c'est pour aller en Bosnie-Herzégovine par exemple, pour faire d'accord, un détour par Mostar. Mais sinon, vous n'avez plus besoin de souscrire à la sortie de frontière par rapport à Neum par exemple, parce que d'accord, c'est ça, c'est ok. contourné par le pont, oui.
D'accord, c'était ma question. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait justement ce pont-là, mais je savais pas si c'était une sortie de territoire. Non, en fait, ils ont construit le pont sur la mer, donc dans la zone croate, et en fait, ils ont permis de contourner la fameuse euh, exclave de Neum, en fait, hein, qui est 10 kilomètres, qui coupait vraiment le territoire croate à une époque et qu'on ne pouvait pas contourner. Mm. Mais bon, le pont de Pelješac est en Croatie, et donc il n'y a aucun passage à aucun moment. En fait, on est amené à aller à Neum, sauf à le décider, évidemment. Mais en soi, ça ne pose pas problème. Donc, le pont ici, D'accord. qui est d'ailleurs Ah très oui, beau, hein, et que vous allez pouvoir emprunter donc pour contourner ce passage de Neum. Et donc, ça va vous faire passer par une partie de la presqu'île de Pelješac, Ston notamment, et puis rejoindre le pont. Et le pont vous amène donc de l'autre côté et vous avez contourné la Bosnie du coup. d'accord, ok, très bien. Et pour info, j'ai contacté Femika et on fera une visite avec elle. Ah, super. Bah, écoutez, je pense que de toute façon, je suis impatiente que les voyageurs puissent confirmer parce qu'évidemment, moi, je dis tout le bien que je pense d'elle, mais en réalité, rien ne vaut que les expériences des voyageurs confirment un peu tout ce que j'en dis. Et vous verrez qu'elle est réellement une personne hyper dévouée déjà et qui vous répondra justement avant même que vous ayez commencé la visite. Vous aurez les conseils. Et ça, c'est important parce que comme ça, on peut profiter vraiment de son séjour le mieux possible. Même si la période que vous avez choisie, elle est quand même agréable, hein, parce qu'il n'y a pas encore trop de tourisme par Ouais. rapport Mm. au cœur de l'été. Donc, a priori, vous allez visiter dans des très bonnes conditions. Les températures sont vraiment très satisfaisantes, mais pas encore hyper chaudes, hein. Et donc, c'est une très bonne période. Pour moi, la meilleure, en fait, avec septembre. Donc, et donc, vous allez à D'accord. Arvar et à Split. Ouais, Split et on veut faire justement Kraka. On va dire, vu qu'on D'accord? aura la voiture, qu'on puisse naviguer. Donc, on veut naviguer un peu autour de Dubrovnik, parce qu'on fait 3 nuits, mais 2 jours, on va dire, vraiment à Dubrovnik. Enfin, à Dubrovnik ou aux alentours, justement. On va regarder un peu ce qu'il y a à faire autour. Ensuite, à Hvar, on fait 2 nuits. Et encore une fois, ça dépend quand est-ce qu'on arrive, si on arrive tôt le matin ou si on arrive dans l'après-midi. Et après, 3 nuits à Split, où là, justement, on naviguera. On a prévu d'aller à Kraka et puis, on va dire, les villes à côté, au-dessus, là. Sachant que vous partez bien de Split. Oui, on repart de Split, ouais. Mm. D'accord. Alors en fait, par rapport aux distances, puisque vous parliez de la question de Hvar, en fait, il faut bien avoir conscience que vous n'êtes vraiment pas arrivé quand on quitte Dubrovnik ou ses environs et qu'on rejoint Hvar, c'est vraiment long parce que vous êtes à 4h30 minimum. En réalité, Mm. pour rejoindre à minima une partie de l'île pertinente. Donc, quand vous me dites il faudra voir, vous avez déjà regardé, je suppose, les horaires des départs depuis Dernich, puisque Oui, ouais. vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait encore? Ouais, j'avais regardé un peu les horaires de départ, mais je m'en souviens plus parce que ça fait déjà un petit moment qu'on a regardé, mais il faudrait que je me remette dedans. Alors je vous conseille quand même de le faire de manière très concrète, hein, parce que même si en juin, il y a beaucoup plus de liaisons qu'il y en aurait en mai, malgré tout, il y a peu d'horaires qui sont vraiment pertinents pour profiter un minimum de l'île, parce que quand vous dites 2 jours, c'est 2 jours et 2 nuits pour vous, C'est 2 nuits, ouais. 2 nuits, mais ça inclut donc le temps de trajet aussi pour vous y rendre, hein, ce qui fait plus d'une demi-journée du coup, Mm. d'accord? Oui, c'est ça. Et en fait, c'est important de le prendre en compte parce que du coup, ça enlève du temps forcément Ouais, par rapport à effectivement. ce qu'on peut visiter. Et puis surtout, c'est que quand on arrive, on arrive à Sucurache. Donc en fait, c'est pas vraiment un village extrêmement intéressant par rapport au reste de l'île. Ça signifie que la traversée de l'île elle-même, c'est 1 heure et demie à 2 heures, hein, dont une partie de l'île qui est complètement déserte en soi, donc il n'y a pas grand intérêt, mais qui finalement est assez long parce que les routes sont pas très simples d'accès, sont pas très bonnes non plus parfois. Et puis du coup, ça signifie que vous n'allez pas arriver à revoir la ville elle-même, hein, si c'est tout votre objectif, ou même Mm. si vous allez à Carigrade, ou pas avant 5 ou 6 heures après votre départ de Dubrovnik. D'accord. Donc c'est à prendre en compte parce que c'est finalement
l'une des îles qui est les plus longues d'accès. Quand on quitte Dubrovnik, en fait, aller Hvar, c'est l'une des zones les moins simples. Même si elle semble au centre, en réalité, ça prend quand même un certain temps. Et du coup, je ne sais pas si vous regardez les liaisons, mais bien garder à l'esprit, donc votre liaison, c'est Dernik Oui, Sukouraj, donc ici. oui, Et c'est ça. donc, voilà, si vous avez regardé un peu, alors pas celle-là, parce que du coup, là, il faut regarder donc ici à partir de. 7 juin. Il y a beaucoup de liaisons, mais en soi, c'est sûr que quand vous allez quitter Dubrovnik, même pour arriver à 13h, en fait, il faut quand même quitter Dubrovnik assez tôt, D'accord. parce que vous avez plus de 3h30 de route. D'accord. Donc, c'est pas négligeable en fait. Donc, pour arriver à 11h15, donc on quitte vraiment avant 8h Dubrovnik. Si vous logez à Dubrovnik, bon, et si c'est Savstad, donc ça fait du 7h30 environ. Oui, Donc, c'est il ça. faut le garder à l'esprit, voilà, pour être sûr que tout ça rentre bien. Parce que si on rentre 11h15, bon, 13h, c'est pas si tard. Mais entre 13h, prendre le bateau, donc arriver vers 13h35 sur l'île elle-même et faire la traversée, donc on n'y arrive pas avant 15h, 16h D'accord. du côté Et de l'île il y a pas forcément beaucoup de monde à cette époque-là. Parce Non, j'avais écouté justement qu'il y avait beaucoup de problèmes de traversée et de monde en plein été. voilà. En juin, vous n'avez pas besoin d'arriver 1h30 avant, non. Par contre, techniquement, on est plus ou moins à 45 minutes parce que finalement, le temps de prendre les billets, parce que d'une certaine manière, c'est vrai que rien n'est nécessaire au niveau réservation, mais vous ne pouvez pas faire les réservations avant quelques jours avant votre départ, puisqu'elles Hmm. ne sont pas ouvertes, hein. Donc, ça signifie que globalement, si vous avez attendu d'être sur place et que vous achetez vos billets, soit vous les avez déjà, mais il faut arriver à peu près 35 minutes avant. Et donc, 45 minutes en général, si on n'a pas acheté les billets, même s'il n'y a pas beaucoup de monde encore, ça reste quand même une base raisonnable Hmm. euh, dans des bonnes conditions. Au cas, ils vérifieraient les billets avant la montée dans le bateau, en fait. Ce qui signifie que quand on veut prendre le bateau de 11h15, il faut arriver vraiment 45 minutes avant dans l'embarcadère. Alors, Dervik, c'est tout petit, hein, donc Hmm. c'est pas problématique, vous n'allez pas avoir à chercher ou quoi que ce soit, mais il faut le garder juste à l'esprit. Même s'il y a Ouais, moins de tourisme, hein, ça reste quand même des petites contraintes qui le temps font de que s'enregistrer, etc. voilà, tout ça mis bout à bout. Après, il n'y a pas de souci pour profiter de l'île, hein. Vous allez avoir assez peu de monde. Les villages fantômes sont toujours quand même assez désertiques. Même en Hmm. été, il y a quelques curieux, mais en réalité, normalement, là, il y a la floraison des lavandes qui va à peine débuter. Mais j'espère pour vous que vous aurez l'occasion déjà de commencer à voir ces paysages parce que c'est très beau, hein. Et puis, tous les petits agrotourismes que je recommande justement qui sont un peu perdus justement dans le centre de l'île, vers Oumatch, vers Vélo-Grablier ou Malo-Grablier. En fait, c'est des lieux où du côté d'Ielsa, par exemple, ce sont des très bonnes adresses que je vous recommande en tout cas pour leur authenticité et qui permettent de découvrir donc dans cet environnement très très sauvage et qui ne correspond pas aux images qu'on a peut-être de rares quand on parle de jet set, bling bling et tout ça. Non, franchement, on en est très loin. D'accord. Et derrière, enfin, on pensait repartir de Ashvar, ou du moins pour rejoindre Split. Par le car ferry. Donc on aura la voiture, mais là on sait pas trop comment. Vous comptiez prendre le car ferry? Oui, D'accord, à Starigrad. oui. Et vous savez pas quoi en fait? Bah en fait si les liaisons se font bien déjà, Sans euh, problème. Enfin, c'est la liaison de base. Split Starigrad, c'est la liaison par excellence en fait, puisque comme c'est l'île la plus touristique avec Brač, bon, normalement les liaisons ne posent aucun problème. Pour les heures de départ, vous les avez ici, hein, donc il y a quand même beaucoup d'heures possibles. Starigrad 5h30, 7h45 et après 11h30 et donc il y a 2 heures de traversée. on s'était même posé la question de laisser la voiture à terre et de prendre
des scooters ou parce que sachant pas trop comment ça circulait, mais bon, à mon avis avec la saison, je pense que ça devrait aller. Mais c'est-à-dire circuler à quel niveau? Sur Agevar, Laisser la voiture mais sur laisser ne pas prendre de voiture du tout pour la circulation et louer des scooters? bah des scooters sur Agevar. Non. Enfin, si vous avez une voiture, rien ne vaut une voiture quand on connaît les routes. Les D'accord. scooters, ça enfin, c'est peut-être très à la mode en effet, scooter, Harvard. On a l'impression que, la vie nous appartient beaucoup plus parce qu'on est en plein air. Mais en réalité, les routes ne sont pas très, très bonne qualité dans Mm. certaines zones et compte tenu de ces routes, le scooter n'est pas une bonne idée non plus. Même si on voit beaucoup Ouais, oui. comme ça les scooters mais en réalité, quand on a une voiture, c'est c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'en plus, vous allez voir les routes qui sont quand même très sinueuses. Je ne sais pas si vous avez déjà jeté un tout petit coup d'œil, mais quand je montre un peu les photos, comme ça, on représente peut-être mieux. Il y a des personnes qui veulent faire à vélo et donc ils ne se rendent pas compte, absolument pas, je pense, de ce que sont les routes. Alors, à vélo, tout ça, il faut être très sportif quand même, parce que ce sont des routes sinueuses qui traversent donc toute la zone des Lavandes, par exemple, D'accord. Vélogravier, Malogravier. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des reliefs bien marqués. Donc, en scooter, ici, c'est vraiment un peu galère, même si ça reste faisable, mais avec des scooters de certaines motorisations, par contre. Et donc, quand on a une voiture, rien ne vaut d'avoir la voiture et de faire ce qu'on veut. Ouais, d'accord. Et d'aller de village en village, ça sera quand même mieux. Quand on n'a pas de voiture, on peut peut-être se poser la question d'un moyen de transport alternatif. Et le scooter, ça peut faire l'affaire pour rester vraiment dans les environs proches. Mais quand on a la voiture, on fait tout en voiture, ça ira vraiment mieux. Et donc, vous avez vraiment des petites routes comme ça dans lesquelles vous allez pouvoir vous balader et explorer des chemins éventuellement pour les randonnées. Donc, c'est un peu à ça que ressemble le centre de l'île, en tout cas dans D'accord. la zone liée au champ de lavande, en fait. Après, évidemment, tout ce qui est bord de mer, Jelsa, Starigrad, Hvar elle-même, Oui. c'est encore autre chose. Mais en 2 jours, vous allez avoir un petit aperçu sympa, malgré tout, de l'île. Il n'y D'accord. a pas de tourisme par rapport à ce qu'il y aura. C'est tout très concentré du 15 juillet au 15 août, donc vous êtes dans la meilleure période, vous. D'accord. Merci bien. Donc ça, c'est des bons choix. Et donc après, vous prenez, alors qu'est-ce que j'ai dit du coup? 14 heures, 14 heures donc maximum, parce qu'après vous arrivez déjà à 16 heures à Split, hein. Donc je Mm. ne sais pas à quelle heure vous comptez, ou alors ça vous pose pas problème, donc 14 heures et 17h30 sont les départs éventuels, sachant que ça dépend si vous avez visité donc Starigrad déjà à l'aller, ou si vous, comme vous en repartez, vous gardez Starigrad Ouais, et peut-être que plutôt vous pour la fin. visitez. Au moment de partir. Bah, ça peut. Alors après, c'est très joli, Starigrad. Mm. Mais c'est vrai que comme vous en repartez, selon l'heure à laquelle vous repartez, on peut très bien imaginer que vous quittez l'île à 7 heures. Finalement, ça ne vous pose pas problème d'arriver à Split. Bah, 19h30, c'est quand même pas non plus hyper tard. Bon, Les horaires des cars ferry sont très respectés, donc on est vraiment dans les heures qui sont annoncées. Ça, c'est bien, parce que c'est pas le cas souvent des trains, des bus, mais là, les ferries sont quand même très à l'heure. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et donc, vous pouvez profiter soit le plus possible de l'île parce que quelque part, vous êtes arrivé un peu tardivement sur l'île. Donc, vous décidez d'en mm. repartir. Et à ce moment-là, ça peut le faire aussi. Soit donc à 14 heures, ça reste un bon compromis pour découvrir justement Starigrad avant de quitter l'île. C'est très agréable comme ville. C'est les plus jolies petites villes, à mon avis, de l'île, en fait. C'est très, très sympa, c'est authentique. Mm. Bon, je pense qu'on en profitera pour, on va dire, au moment de partir, de passer un bon moment à Stalingrad pour justement visiter un peu Tout à et fait, c'est partir le de choix. Stalingrad. Voilà, c'est le choix normalement qui est le plus pertinent, en fait. Et comme ça, vous avez vos 2 jours sur l'île, vos 2 nuits en tout cas, et donc ça fait plus ou moins 2 jours complets aussi. Et à ce moment-là, après, vous rejoignez donc Speed pour les 3 derniers jours. C'est ça. Bon, C'est ça, c'est c'est ça. très, c'est très bien Ok. comme programme, c'est très agréable. Ouais, ça a l'air d'être vraiment très, très, très joli, même si, bon, forcément, faudra qu'on sélectionne un peu ce qu'on veut voir et par rapport aux conseils que vous pouvez donner, mais ouais, ça peut être, enfin, ça a vraiment, nous, on connaît pas du tout et ça a vraiment l'air d'être sympa.
C'est-à-dire que là, vous êtes dans des choix assez évidents parce que Roarth, ça reste quand même l'île que beaucoup de touristes ont envie de voir parce qu'elle a cette réputation et puis malgré tout, le côté sauvage, je suppose, étonne parce qu'il est très contrasté par rapport un peu à ce qu'est la réputation de la ville elle-même. Mais cette ville-là, vous n'allez pas la ressentir en réalité parce que finalement, il n'y aura pas beaucoup de tourisme encore. Donc, ça vous semblera peut-être même très tranquille et quelque part, on se demandera pourquoi on parle de jet set, de Saint-Tropez, si ce n'est pour les prix, parce que malgré tout, oui, là, on est dans les prix. Un jet set qui sont pas toujours justifiés d'ailleurs, pas plus qu'à Dubrovnik. Hein. Mais c'est le charme de ces villes un peu voilà, très touristiques et qui en profitent pour le temps qu'elles ont pour quelques mois. Mais après, c'est sûr que le reste de l'île, c'est que des petits villages ou des hameaux même, des fois. Donc, on est vraiment très tranquille et même très rural, que ce soit l'île Lavande, la zone des Lavandes, c'est des villages abandonnés. Ils sont quasiment inhabités pour la plupart. En tout cas, il n'y a que quelques habitants, voire un seul dans un village comme Malograbli. Hein. Donc, c'est très, très différent de ce qu'on s'imagine. Après, vous repartez dans une zone où vous allez avoir une grande ville, parce qu'à l'échelle de la Dalmatie, c'est la plus grande ville, Split. Mais même Trogir est quand même une ville touristique, mais de taille très raisonnable. Les villages aux alentours, si vous n'avez pas choisi vos hébergements, sachez que moi, je plaide vraiment beaucoup pour les villages, pour l'authenticité, parce que même si on n'est pas encore dans la très haute saison, rien ne vaut de garder un contact avec les locaux. Et en fait, dans les villages, on a quand même cet avantage-là. Et donc, les villages de la baie de Castella sont très bien pour ça, puisqu'ils ont la proximité, 15 ou 20 km de chacune des villes. Donc, on peut y aller le soir tranquillement, on peut profiter même de la nuit. Et pour faire les 15 km, ça ne pose pas trop de problème non plus, c'est pas très éloigné. Il peut y avoir des bus également, puisque les villages de la baie de Castella sont assez bien reliés en bus. Et si vous avez donc toujours votre voiture, pas de souci pour y aller en voiture. Donc, dans tous les cas, c'est des bons choix. Et puis après, donc, vous pouvez aller vers la Perca à la journée sans problème pour découvrir le parc. Donc, c'est une très belle escapade aussi. Hein. À voir après ce que vous choisissez de faire parce qu'il y a la ville de Šibenik qui est quand même très sympa également. Ouais. Vous associez Šibenik et Kerka, c'est pas la même chose évidemment que de visiter Kerka de manière approfondie. On voulait essayer de faire les deux sur la même journée, en fait. Oui, mais à ce moment-là, c'est sûr qu'on paie le parc de Kerka, mais qu'on ne peut pas l'exploiter comme il faut. C'est-à-dire que vraiment, la ville de Šibenik, elle est très, très jolie. Et pour moi aussi, c'est un incontournable. Elle a quand même tout ce charme qu'on ne soupçonne pas, parce qu'on entend toujours parler de Trogir, de Split, mais en soi, Split n'est pas si nécessairement joli que ça. En tout cas, le côté grosse ville, un peu massif, et puis le centre historique qui est très limité, ça n'a pas nécessairement le charme qu'on imagine à la base. Donc, c'est vrai qu'à la ville de Šibenik, elle surprend pas mal parce que d'abord, elle est très jolie avec des façades colorées, avec des vieilles pierres, des petites ruelles pittoresques, parce que tout est organisé très facilement autour de la place centrale et de la cathédrale qui est classée à l'UNESCO, donc qui est quand même très belle aussi. Et on peut se baigner sans problème, justement, aux abords de la ville. Il y a une plage à quelques centaines de mètres du centre historique, donc c'est quand même très pratique pour ça. Mais c'est sûr que si vous devez aller de Split, même si vous êtes à Castella par exemple, prendre l'autoroute, c'est la base pour arriver le plus tôt possible à Kerka. Ça signifie que vous devez quitter quand même Castella autour de 7 heures, si possible, même avant parce que la journée pour coupler le parc de Kerka et la ville de Šibenik, c'est quand même assez lourd si on veut apprécier un minimum chaque zone en fait. Parce que le parc de Kerka, alors j'en parle souvent, hein, c'est un parc qui est malheureusement trop résumé à sa chute circulaire. Quand on paie uniquement pour voir la chute circulaire, on va peut-être être satisfait parce qu'après tout, elle est très belle. Hein. Mais en réalité, le temps de visite dans cette chute-là, ça se limite à 1h30, 2 heures. 40 € pour faire 1h30 ou 2 heures avec un petit sentier de 2,5 km, c'est quand même assez onéreux. Alors qu'il y a beaucoup d'autres accès, en fait, il y en a 6 d'accès dans le parc qui permettent d'avoir des paysages, des grands espaces, pas connus des touristes a priori, mais qui sont représentatifs de la beauté du parc.
Et donc là, évidemment, quand on a choisi de faire une découverte du parc, ça signifie qu'en partant à 6h30, 7h, on n'arrive pas avant 8h dans la zone du parc. Et en fait, même si on s'organise bien, on a un minimum jusqu'à 15 ou 16 heures dans le parc. Même si on est assez superficiel dans son approche, on n'a pas fini avant 16h, 17h, la visite du parc lui-même. Et à ce moment-là, il n'y a plus le temps pour visiter Chibénik. Oui. Alors que la ville, en effet, le justifie. Donc, c'est sûr que je ne sais pas ce qui est souhaitable par rapport à l'organisation. Est-ce que vous préférez voir entre la ville de manière un peu satisfaisante? Parce que vous voyez, elle a quand même beaucoup de charme, cette ville. Elle est très mignonne, en fait, avec tout le côté, je vous dis, les pierres et les contrastes, les couleurs qu'on ne retrouvera pas du côté de Split partout, en tout cas, ou de Trouville. De la même manière, là, il y a quand même un côté très, très agréable. Elle n'est pas nécessairement grande, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ni une journée complète si on a fait le choix de la coupler avec le parc. Mais à ce moment-là, ça signifie que si vous acceptez de faire une grosse journée, on va dire, il faut absolument arriver au parc pour intégrer un minimum autre chose que l'entrée de Skradinski Boucle avec l'entrée depuis Skradin ou de Filozovat, parce que là, ça vous prend 2 heures ou 3 heures, donc c'est pas énorme en soi. Mais en fait, c'est quand même frustrant de se limiter à ça quand on connaît la beauté du parc et les paysages qu'il y a à voir à l'intérieur des terres. Et qui dit intérieur des terres dit de se déplacer sur des petites routes, ce qui prend du temps, ce qui permet d'aller voir certes des beaux paysages, mais à ce moment-là, on a absolument besoin de quasiment toute la journée, ou en tout cas, il faut avoir casé la visite du parc pour qu'il reste du temps pour Chibonic, parce que même si c'est concentré, le temps de flâner, ça va prendre nécessairement 2-3 heures, c'est même pas assez en fait, parce que c'est très mignon. Alors après, comme vous n'êtes pas si loin que ça, si vous acceptez d'y passer la soirée, éventuellement jusqu'à la nuit, et de revenir tranquillement par l'autoroute dans votre zone de split, à ce moment-là, pourquoi pas essayer en effet de coupler les deux et d'avoir tiré profit des deux le plus possible en fait. Mais c'est à réfléchir parce que, comme je vous dis, le parc de Kerka, il est quand même très, très grand en réalité et surtout donc assez exigeant au niveau des visites qu'on peut y faire et ce qu'on peut y voir. Je ne sais pas si vous avez commencé à regarder mes articles ou écouter les podcasts éventuellement sur le sujet, que j'en parle le plus possible, mais bon. C'est pas trop bien dessus. Non, parce qu'en fait, on pensait faire aussi Kraka et quitte à faire une deuxième journée sur les 3 jours qu'il y a, de faire une deuxième journée avec les villages qui sont autour de Split, quitte à monter jusqu'à Sibénik, et de le faire en 2 fois. D'accord, mais à ce moment-là, il y a quand même la visite de Trogir et de Split et d'Omish, et vous avez que 3 jours. Et du coup, en fait, on aurait donc on a 3 nuits à Split. Après, je parle sans trop savoir, mais ça peut très bien être une demi-journée visite de la vieille ville de Split, parce qu'on aime bien ce genre de choses. Et puis après, le reste, naviguer autour de Split et de monter un jour à Kraka et profiter vraiment du parc, et le deuxième jour de faire les petits villages autour, Trogir jusqu'à Sibénik. Mais en fait, je comprends le but de tous les voyageurs. Je comprends qu'on choisit des hébergements avec l'idée de se poser. Mais à quoi bon, en fait? Enfin, je veux dire, c'est peut-être une question bête, mais à quoi bon, par exemple, choisir 3 jours à Split, ou même aux environs, mais Split, par exemple, pour aller 2 jours éventuellement à Chibénik? Quelle est la logique, en fait, pour vous? C'était de se poser, en fait. D'accord, mais en même temps, vous n'allez pas vous poser puisque vous n'allez faire que des allers-retours et vous fatiguer. Parce que c'est vrai que c'était pas forcément arrêté au niveau des visites. Alors, je sais que c'est une logique qui m'appartient parce que je suis road-trippeuse à la base, donc je change souvent d'hébergement. Mais en réalité, si vous réfléchissez à ce que je fais remarquer, si vous me dites on comptait aller éventuellement un jour à Karka pour bien en profiter, ce qui est quand même très honorable parce que c'est ce qu'il faut faire,
et que vous avez quand même envie, parce que vous n'avez pas pu aller à Šibenik, d'aller à Primošten, à Šibenik, un autre jour pendant les 3 jours que vous avez dans la zone, pour moi, c'est totalement absurde en fait de loger à Split. Et c'est tout à fait assumé ce que je dis, hein. C'est-à-dire que rien ne vaut d'être dans la zone de Šibenik, de visiter tous ces environs et de revenir du côté de Split pour terminer le séjour. Ça s'entend. Ça s'entend. Enfin, parce Oui, non, que mais c'est ça. sinon, vous allez faire aller-retour, aller-retour. Parce qu'en fait, quand je parle d'autoroute, hein, parce qu'elle existe cette autoroute, donc ça va vite, c'est 1 heure, hein, 1 heure et quart. Donc c'est pas loin. Quoique, quand on quitte le matin, qu'il peut y avoir les embouteillages de Split même jusqu'à l'autoroute, en réalité, on ne gagne pas forcément du temps parce qu'il y a beaucoup de trafic dans Split. Donc on évite Split en soi parce que la circulation y est très problématique, même très tôt, surtout très tôt en fait. Parce qu'il y a tout le marché qui s'installe, donc il y a tous les gens qui viennent tous les matins, les producteurs et tout. Donc en fait, c'est très très embouteillé. À l'échelle de la Croatie, en tout cas, c'est vraiment très embouteillé et donc c'est pénible. Et ce sont des inconvénients qui ne sont pas agréables. Donc déjà en soi, on évite Split probablement parce qu'il y a ces inconvénients-là. Mais même quand on est dans la zone de Castella, si on doit rejoindre une autoroute, quelle qu'elle soit, aller donc à Kerka, faire la grosse visite finalement du parc parce que vous allez vous promener dans chaque zone, essayer d'en tirer profit et vous avez raison, mais ça signifie qu'il y a quand même à l'intérieur du parc en voiture plus de 130 km en voiture, plus le temps que vous passez à marcher dans le parc pour faire vos randonnées, ce qui est quand même une journée importante, plus donc l'aller-retour qui fait à 90-100 km environ, aller et retour, donc 200 km de plus. Je vous assure que c'est fatigant. Ouais, faut qu'on peaufine tout ça. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on se sent dans une logique parce que beaucoup de touristes font comme ça et ça semble évident de faire ce choix-là. Mais il faut savoir que si, par exemple, vous avez envie quand même de profiter un minimum de la zone, il est préférable de répartir vos journées, quitte à finir par Split et Trogir puisque vous repartez de l'aéroport, donc avoir vraiment la possibilité de visiter les 2 villes parce que c'est le minimum. Mais finalement, ça peut aussi s'entendre, alors je dis pas de nuit, mais sur vos 3 nuits, c'était assez logique en fait d'aller peut-être du côté de Šibenik, d'être à proximité, de visiter les environs, de visiter la ville et ensuite de rejoindre pour les 2 derniers jours en fait la zone de Split parce que déjà vous y gagnez en confort, vous réduisez d'un aller-retour et vous allez mieux visiter a priori. Mais je comprends très bien que sinon, si on veut se poser, bon, ça semble logique de faire ce choix-là. Mais du coup, alors, rapprochez-vous, plutôt que de dormir à Split, alors finalement, peut-être choisissez Trogir qui vous avance par rapport à ces 35 km, mais c'est quand même toujours ça. Ouais, il faudra qu'on y regarde ça. Et après, vous allez quand même visiter Split parce que vous y arrivez par le bateau. Par ferry, ouais. Donc, en soi, de toute façon, Split va pas être zappé si vous quittez raisonnablement l'île de Hvar selon l'heure à laquelle vous la quittez. Vous allez pouvoir découvrir Split et de toute façon, vous y reviendrez si vous estimez que c'est nécessaire. Mais en fait, pour votre confort personnel, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps et que rien ne vaudra d'avoir visité plutôt que de passer du temps sur la route, c'est sûr que soit vous choisissez d'être touriste vraiment classique, vous faites les 2 objectifs, c'est-à-dire vous allez à Kerka, vous visitez le parc avec la chute circulaire, ça prend donc 2 heures par l'Ozovat et 3 heures par Skradin. Éventuellement, vous faites un petit tour du côté de Roche-Kislap, mais à ce moment-là, vous commencez par Roche-Kislap vraiment parce que c'est là qu'on peut manger les pieds dans l'eau et donc avoir l'attraction touristique. Roche-Kislap, donc c'est environ 2 heures et le reste, c'est 3 heures. Donc, si vous avez quitté Split autour de 7 heures, ça signifie que vers 13h, 14h, vous avez à peu près terminé la visite du parc, tel qu'il est à minima, hein, mais à partir de là, vous avez la possibilité encore de rejoindre donc Šibenik et tardivement votre zone de Split.
À ce moment-là, vous allez caser les deux, mais vous êtes passé à côté. Alors, je ne veux pas dire que vous passez à côté des plus beaux coins, hein, c'est pas parce que c'est ceux que je préfère que c'est les plus beaux. Mais voilà un peu à titre d'exemple ce que vous n'allez pas voir et qui est quand même très sympa, hein, avec des paysages du bras de la rivière, par exemple, le monastère de Visovat sur l'île qu'on peut apercevoir depuis le belvédère de Rogovo. Ici, donc, toujours le belvédère. Ensuite, donc, Roche Kislap, randonnée de base, qui est 1 heure et demie environ, avec cette chute-là et donc un sentier de randonnée facile d'accès. Et puis, dès qu'on monte un peu en gamme, en fait, on a 516 marches à grimper, ce qui est quand même assez sportif, hein, mais vous voyez les points de vue qui sont quand même spectaculaires et qui vous permettent d'avoir donc un autre point de vue sur la zone vraiment rocheuse de Roche Kislap. Et ça signifie évidemment que si vous voulez intégrer la montée des marches, je vous ai dit, on est à peu près à 3 heures, plus la randonnée du côté d'Okritse, là, avec les chutes que je vous ai montrées, c'est au moins 4 heures. Et à ce moment-là, évidemment, 4 heures plus les 3 heures, vous voyez, ça prend vraiment du temps. Et là, on n'est que dans 2 zones du parc parce qu'il y en a encore d'autres, hein. Il y a le monastère de Kerka, qui est un monastère serbe-orthodoxe. Ça, c'est la fameuse attraction dont je parle là, les pieds dans l'eau, c'est-à-dire que jusqu'à 10 heures seulement, on peut y accéder. Après, c'est que pour les excursionnistes. C'est pour ça qu'il faut commencer par là si on veut y manger, par exemple. Et on peut s'y baigner, donc. Et c'est quand même une attraction assez sympa, en tout cas qui attire pas mal de personnes, mais qui n'est possible que jusqu'à 10 heures, donc, et sans réservation. Après, donc, le monastère de Kirka, qui est environ à 30 km de la zone de Roche Kislap dont je viens de vous parler. Donc voilà les paysages bucoliques autour du monastère lui-même qui peut se visiter et qui est quand même très beau aussi. Et même si on va rapidement visiter le monastère, de toute façon, il faut se rendre encore éventuellement du côté de Manojlovac ici, donc avec les paysages du canyon, des chutes, sachant qu'on peut aller maintenant au pied des chutes spectaculaires de 59 mètres de hauteur. Il y a un sentier de randonnée qui permet de s'y rendre. C'est pour ça que je dis qu'il faut la journée, hein. Si on choisit la version sans randonnée, on a les points de vue panoramiques, hein, qui sont déjà très satisfaisants. Et si vous allez donc au pied des chutes, là c'est assez impressionnant, hein. Mais ça signifie qu'on prend du temps. Si vous voulez vous rafraîchir, vous pouvez le faire du côté de Bilouditska Buk. Et là aussi, c'est quand même très sympa. Donc, ça a un côté perdu dans la nature, hein, puisque vous allez vous sentir peut-être un peu seul d'ailleurs, hein. Il faut aller dénicher la chute ici, Bilouditska Buk. Et donc, éventuellement, terminer par le clou du spectacle. Il y a le site de Bournoum aussi à côté avec les vestiges historiques. Et donc, soit prendre le bateau à Shkradin, qui signifie qu'il faut prendre le bateau à heure fixe toutes les heures, donc 16 heures, 17 heures éventuellement selon votre organisation. Et donc, qui dit qu'on prend le bateau, dit qu'on revient aussi en bateau, donc on le reprend à demi de l'heure suivante. Donc, si vous êtes parti à 16 heures, pas avant 17h30 ou 18h30 pour le retour. Donc, ça organise un peu les journées. Et à ce moment-là, donc, vous avez fait le tour de la chute circulaire et vu un peu à quoi ressemble le parc, sachant qu'on ne s'y baigne plus, même si j'ai laissé les photos de la période où on se baignait, hein. Mais voilà un peu les chutes circulaires, en effet, que vous allez découvrir dans des bonnes conditions, puisque aux heures, a priori, en fin de journée, il y a moins de monde, et tous les excursionnistes, en tout ça, sont déjà tous passés. Donc, c'est l'intérêt de faire ce genre de choix. Mais comme on dit, on est dans la journée complète, hein, vous voyez, tout le temps de visite, plus tout le temps de route et le temps aller-retour depuis Split, il y a tout à gagner, en fait, à ne pas être à Split. D'accord. Et après, donc, Merci beaucoup, Sandrine. donc n'hésitez pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Même si on a quitté vraiment Dubrovnik depuis un moment, pas de souci. On en aura d'autres. D'accord, mais merci pour votre venue sur le salon. Et donc, n'hésitez pas à revenir poser d'autres questions éventuellement. Merci beaucoup, Sandrine. Bonne À soirée. bientôt, au revoir. Merci beaucoup.